Salut à tous, Captain Mali encore pour vous. Alors, bienvenue dans un autre podcast, l'Escapade du Captain. Aujourd'hui, on est avec, on va dire, une maman très gentille, très souriante, avec beaucoup d'énergie. Je vais la laisser se présenter dans une certaine mesure elle-même parce que je ne pourrais pas complètement. Alors, on s'est connus à travers un certain voyage que j'ai beaucoup teasé sur mes réseaux. Les gens me demandaient si j'étais allé aux États-Unis pour boxer, si j'étais allé aux États-Unis pour ceci, cela. Alors, elle est l'une des raisons principales de pourquoi j'étais allé aux États-Unis. Et je viens de découvrir qu'en marge de tout ce qu'elle fait avec les femmes, le développement, tout ça, elle aime aussi l'art. Donc, bonjour, maman, on va dire. Bonjour. Alors, sur les réseaux, on m'appelle Mrs. Wapenji. Ok. Ou alors Mama Benz, des fois. Je me fais appeler Mama Benz en honneur au Mama Benz des années 70. C'est une longue histoire derrière pour montrer que les femmes ne sont pas juste des commerçantes, mais qu'elles sont vraiment des entrepreneuses. Ok. Alors, vous voyez le décor déjà. Voilà. Donc, mon nom, c'est Wapenji da Cruz Evora. Je travaille pour l'Institut américain pour la paix, donc à Washington, D.C. Et la raison pour laquelle, en fait, j'ai rencontré Steve, c'était dans le cadre d'une promotion des jeunes, pour que les jeunes viennent nous expliquer qu'est-ce qu'ils pensent de la paix au Sahel et comment est-ce qu'on pourrait faire pour connecter le gouvernement, les intérêts des jeunes. Super, voilà le décor. Donc, je ne sais plus un secret, je n'étais pas allé pour boxer, je n'avais pas eu une promotion, on était allé dans ce cadre-là. Alors, avant d'aller là, parce que ça, c'est le commencement, mais on va aller un peu plus loin. Quel a été ton parcours? Déjà, je vois que tu es inspiré de femmes leaders, de femmes qui font de grandes choses, mais est-ce que tu peux un peu nous expliquer ton parcours? Alors, Mrs. Wapenji. Donc, aussi, Wapenji, c'est mon prénom. Les gens me demandent, mais c'est quoi ton vrai nom? C'est vraiment mon prénom. Ok. Je suis la seule qui existe, parce que la première, là, elle est décédée quand j'étais encore... Grand-mère, tantie? C'était la tata de mon papa, donc c'était la sœur de son père. Ok. Qui s'appelait Wapenji. Et comme elle est décédée avant que je naisse, on m'a donné son nom en mémoire, en fait. Mais avant elle, il n'y avait pas d'autres Wapenji show? Non. Mais comment les noms sont? Déjà, tu viens d'où? Alors, Wapenji, donc mon papa est de la Centrafrique, donc la République centrafricaine, qui est au centre de l'Afrique, là. C'est pas l'Afrique du Sud, hein, c'est la Centrafrique. Et ma maman vient de la Sainte-Lucie dans les Caraïbes. Les gens n'arrivent pas à croire que dans les années 70, on pouvait se rencontrer comme ça, mais c'est arrivé. Comment c'est arrivé? Mon papa était parti en voyage d'études pour étudier le créole. Parce qu'il faisait des études en linguistique, donc il a étudié le créole jusqu'à étudier la personne. Voilà. Épouser la personne, étudier voilà, la personne. Étudier la personne. Voilà. Donc, bon, alors, mon mari aime dire que je suis afro-french parce que j'ai grandi en France. Ok. Donc, pendant très longtemps, quand j'étais petite, en fait, j'étais persuadée que j'étais africaine. Quand j'étais en France, Mais à tu es l'école... africaine. Non, mais l'histoire, c'est que quand j'étais à l'école, qu'on demandait aux gens, oui, vous, les Français d'origine, je dis, je ne suis pas française, je suis africaine. C'était vrai, j'avais l'assistante africaine. Et quand j'ai connu mon mari, on s'est mariés, qu'on a déménagé au Sénégal, là, j'ai eu une grande claque parce que j'ai découvert que la culture française était faisait vraiment partie, en fait, de mon ADN et c'était... Tu as vu la différence avec les autres? Oui, parce que bon, la femme, on était éduquée, le mode de pensée, la position de la femme dans la société et tout, j'étais formatée français. Et quand je suis arrivée à Dakar, il a fallu que je réapprenne les codes et c'était une grande claque. Déjà, en juste une présentation, on est parti de la Centrafrique, on est arrivé aux Caraïbes, après on était en France et on est revenu au Sénégal. Au Sénégal. Ça, c'est en combien de temps environ dans ta vie? Il faut que je dise mon âge alors, peut-être, je sais pas. Ouais. Si tu peux, si tu veux, surtout. Quand j'étais petite, mon père me disait, quand tu rentres à la maison, là, tu n'es plus en France, tu es en Afrique. Et ma mère, qui est antillaise, en rajoutait une couche. Donc, c'était vraiment un lieu très culturel, multiculturel et tout. Et on a toujours été inspirés d'avoir des poètes, des livres africains à la maison et tout. Et même les coupes de cheveux. Et même les coupes de cheveux. Les coupes de cheveux, là, traditionnelles et tout, là. Et donc, j'ai grandi comme ça, avec ce mélange de, à la fois, liberté à la française et très africaine. Et quand j'ai rencontré mon mari a grandi au Sénégal. Donc, imaginez un Africain qui débarque en Europe et qui rencontre une Africaine qui a vécu en France. Qui a grandi en France. Ça a été un choc des cultures. Ouais. Je vais y revenir par rapport à ça. C'est déjà côté finance.
en Afrique, ce sont les hommes qui payent pour la majorité des choses pour les femmes. En effet. Ouais. Moi, ayant grandi en France, femme indépendante et tout, je dis comment ça? Non. Donc, ça a été vraiment un choc des cultures côté... même l'histoire des finances, quand un Africain fait des économies, il fait toujours un mode au cas où il y a un pépin qui arrive, on perd le travail. Et on grandit en France, un système où il y a la sécurité sociale, le chômage. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il parle de sécurité. Donc, c'était un concept qui était carrément... Il y avait un déphasage, en fait, par rapport aux finances. Donc, il a fallu qu'on s'adapte. D'accord. Et bon, maintenant... Ensuite, quel a été ton parcours ensuite, après cette période-là? Quel a été ton parcours qui t'a amené vers le développement, vers ton travail aujourd'hui? Je te dis merci à mon mari. Merci à lui, merci tonton. Parce que j'ai fait une école de commerce, des stages dans des grandes compagnies, et j'étais vraiment partie pour être chef de projet, chef de marque dans on va dire, les produits de grande consommation, vraiment tout ce qui était l'agroalimentaire, les grandes marques comme Lu, Kraft et tout. Donc j'étais vraiment formatée pour ça. Tu travailles en France? En France, oui. Ok. Et quand je suis arrivée au Sénégal, j'étais à la maison, donc du coup j'ai fait l'enfant numéro 1. Et mon mari un jour m'a dit regarde, il y a une offre d'emploi pour la Banque mondiale, je sais pas quoi et tout. J'ai fait offre Banque mondiale. Et t'as fait à cause de quoi? À cause du fait que c'était pas ce que je voulais en fait. C'était un truc un peu qui était un peu hybride, communication et puis c'était légèrement gender, mais c'était pas mon univers. Donc du coup j'ai fait donc j'ai postulé sans grande conviction. Ok. Et à l'époque je travaillais sur un autre projet en fait pour Oracle, donc dans tout ce qui était marketing et com. D'accord. Et j'ai eu la position pour la banque, qui était une position donc de programme assistante. Moi, je n'aimais pas être assistante du tout. J'ai eu la position parce que mon mari m'en a parlé. Oui. Et j'ai postulé, j'ai eu le poste. Et je suis rentrée. Et là, en fait, j'ai découvert que je travaillais en fait pour le financement de la PME et notamment les femmes, en fait. D'accord, le gender. Le gender. Ça, c'était vraiment le début de l'aventure. Comme Dieu dit oui, là. Et j'imagine que c'est ce que tu as toujours voulu. Tu as toujours voulu travailler dans le genre, c'est ça? Je pense que j'ai toujours été pro-genre, droit des femmes, sans vraiment poser le mot dessus. Et c'est en rentrant à la banque que je me suis rendu compte que c'était mon truc, en fait. Tu t'es découvert. Voilà. Après, j'ai fait 13 ans à la banque. Donc, j'étais d'abord pour la SFI, donc IFC, donc secteur privé. Après, je suis rentrée à la Banque mondiale, donc sur un projet sur l'eau. Et après, la santé, et ensuite l'éducation, donc des enfants, donc et la fille. Et après, quand j'ai quitté, je suis rentrée donc à USIP sur les programmes de leadership, donc des femmes dans dans le Sahel. La paix et la sécurité au Sahel, notamment en fait les femmes et l'extrémisme violent. Comment est-ce qu'on peut en fait booster le rôle des femmes pour que on puisse avoir les femmes au cœur en fait de toutes les politiques de paix. Donc voilà. Et donc pendant mon temps à la banque, j'ai beaucoup aidé des femmes sur l'entrepreneuriat. Leur financement, ok. Venant moi-même d'une formation en marketing, très business et tout, j'ai toujours été étonnée de voir à quel point il y avait un dynamisme au sein des femmes qui faisaient du business, mais elles n'étaient pas organisées. Mais ces femmes venaient d'où? C'était des femmes... En fait, ce que j'ai découvert en arrivant au Sénégal, c'est qu'on pouvait avoir un 9 to 5 et aussi avoir un business. C'était un concept que je n'imaginais pas. C'était où on avait un 9 to 5, un emploi, ou bien on est dans le business. Mais avoir les deux, c'était un truc qui était nouveau, en fait, que j'ai découvert au Sénégal. Mais en France, il y a beaucoup de gens qui ont plusieurs boulots. Dans la culture française, en fait, c'est... un peu différent. Parce que moi, comme j'ai fait des écoles de commerce, je me suis frottée un peu aux gens qui sont des milieux, des très hautes écoles, qui ont un mindset de tout risquer, faire du business, faire de l'argent et tout. Et je viens d'un milieu où j'ai grandi dans une banlieue où les gens étaient plus sécuriser le CDI, les vacances à la fin de l'année, acheter une maison, c'était vraiment leur objectif de vie, quoi. Et cette fracture, en fait... C'était la première fois que je me disais, tiens, je me suis frottée à des gens, on a dit là, tu peux, c'est possible. Et... Donc, je veux savoir, ces gens qui étaient dans de hautes écoles, sans vouloir t'interrompre, leur mindset, c'était pas de travailler, faire plusieurs emplois en fait. Eux, ils étaient sur des 9 to 5, c'est ça?
leur métier, c'était de développer en fait de la richesse. Donc, trouver des idées, lancer des business, se lancer, essayer, tester. C'était vraiment une fracture par rapport à mon père, chercheur, professeur, trouver l'emploi à vie. Tout le monde que je connais, enfin, tous les jeunes de ma promo, enfin, quand j'étais jeune, un petit peu jeune, ils ont tous cherché à avoir le poste CDI, se poser, la petite famille, la petite maison. Donc, il y en a très peu qui sont vraiment purement entrepreneurs, on va dire. Mais j'imagine qu'à votre temps, je ne sais pas si le débat était vraiment sur la table, mais nous, actuellement, c'est vraiment travailler, être entrepreneur. C'est un débat qui est difficile. Mais même au Mali encore, quand tu es jeune et que tu veux entreprendre, les parents ne comprennent pas forcément. Ça dépend du type de parents. En fait, aujourd'hui, faut pas oublier qu'on est passé par plusieurs chocs économiques. Donc, moi, je suis dans les années 70. On a eu des chocs pétroliers, des chocs économiques. On a eu le choc des surprimes en 2008. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, les gens ont compris que même si on a un CDI, c'est-à-dire un poste qui nous rapporte tous les mois de l'argent, c'est la plus grande insécurité. Parce que demain, si le poste s'arrête, si la boîte ferme, on perd le poste. On voit plein de gens, en fait, qui sont fonctionnaires, qui ont la voiture de fonction et tout. Et le jour où ils partent de la position, ils perdent même leur maison, en fait. Donc, je pense qu'il y a eu toute cette vague d'événements par rapport à l'économie qui a été fragilisée, qui font qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la sécurité d'un ACDI. Enfin, je dis ça, mais il ne faut pas que mon boss... J'espère qu'il ne regardera pas cette partie du podcast. Voilà. Donc, c'est une évolution, en fait. Et en me frottant un peu aux femmes, j'étais beaucoup j'avais pratiqué un peu chez Danone, chez Kraft. Tout ce qui était agroalimentaire. Théories de comment lancer un produit, comment s'organiser, comment s'occuper. Et donc, je donnais des conseils. Mais le jour où j'ai mis mes pieds dans l'entrepreneuriat, moi-même, j'ai fait, maintenant, je comprends pourquoi. Les conseils étaient théoriques, hein? Moi, je comprends. Maintenant, je comprends pourquoi est-ce qu'elle faisait de la résistance. Je comprends maintenant. Mais est-ce que tu as une anecdote de la plus grosse fracture que tu as vécue en termes de situation, le plus grand, on va dire, gap entre la théorie et la pratique? Tu as une anecdote qui peut un peu imaginer ça? Bon, déjà, au Sénégal, les femmes qui font de l'entrepreneuriat en plus de leur 9 to 5, elles ont un peu peur, en fait, de montrer leur réussite. C'est culturel. Elles se disent que si elles gagnent trop d'argent, elles vont pas se marier. Les hommes vont avoir peur d'elles. Si elles gagnent trop d'argent, ce sera mal vu de la société parce qu'elles vont se dire, mais toi, tu es une femme, tu dois être derrière, tu dois pas te mettre en avant. Donc, c'est vraiment la culture qui fait que c'est compliqué pour une femme de vraiment être devant. Mais il y a certaines groupes ethniques où le business, là, c'est dans leur ADN. Comme lesquels au Sénégal, hein? Au Sénégal. Le business, là, c'est depuis l'école, là. On leur apprend même à vendre du raisin, tout. Donc, c'est dans leur ADN. Tu te rappelles du nom de l'ethnie? Je crois que ce sont les Sonliké, Mais c'est les Sonliké ici aussi? Voilà. En fait, il y a plusieurs groupes ethniques qui ont cette ADN vraiment du business. Mais elles n'arrivent jamais, en fait, à ce qu'on appelle scale de business. C'est-à-dire que quand on est en business, on doit apprendre à vendre, ça c'est la base. Oui. Mais après, il faut mettre en place des processus qui font que le business peut tourner. Sans toi. Sans qu'on ait forcément besoin d'être à toutes les étapes. Il faut qu'à force qu'on puisse en fait passer à des étapes plus de management. Oui. Et c'est ça qui manquait en fait à beaucoup de femmes, c'est qu'elles avaient du mal à se détacher. Par exemple, les femmes qui sont dans le karité, elles font le karité, elles vont vendre le karité. On leur dit non, il faut que vous ayez de meilleurs emballages et tout, mais elles ont du mal à lâcher leurs anciens emballages pour aller vers de nouvelles. Non, l'étape de la production. Il dit délègue, il faut que tu délègues, passe à un autre niveau. Donc c'est tout ce processus qui fait que quand j'étais à Dakar, je voyais les femmes dans l'entrepreneuriat, quand elles sont malades, le business s'arrête. Quand elles sont enceintes, le business s'arrête. Quand le mari a dit un truc, le business s'arrête. Donc c'est tout des stop and go en fait. Et à travers mon expérience, donc c'est ça, on s'est un peu frotté un peu à ça. Et puis il y avait toujours le problème de le financement de la femme. On ne veut pas nous financer, on ne peut pas nous financer. Donc c'était vraiment ça. Je dis ok. Et en étant moi-même, en commençant l'entrepreneuriat, donc depuis à peu près 2 ans maintenant, moi j'ai compris, je dis maintenant je comprends. Je revois le truc, je dis maintenant je comprends. D'accord. Et par rapport à ça, ces femmes étaient issues de quel type de milieu? Tous les milieux.
Toi, tu as financé, tu as accompagné, on va dire, des projets de combien de types de milieux différents? Nous, on accompagnait en fait, on mettait en place un système, ce qu'on appelle le leasing program. C'était un système en fait pour pouvoir favoriser le financement des équipements. Okay. Donc, on a vu de très gros projets, des gens qui avaient des usines, ils avaient acheté tout le matériel et tout en cash. Ils disaient, mais vous pouvez en fait financer ça avec le leasing. Donc, c'est la banque qui est propriétaire et vous gardez votre cash pour acheter en fait les éléments pour mettre dans la production. Ok. Faire tourner en fait. Voilà. Aussi bien que la dame qui est au marché, qui fait du commerce et qui a besoin d'acheter un frigo, par exemple. Okay. Ou l'entrepreneur qui a besoin d'avoir des voitures. Donc, c'était vraiment... On a vraiment touché, en fait, on est parti très loin à l'intérieur du pays, du Sénégal, et on a touché tout niveau dans l'entrepreneur. Et à chaque fois, il y avait ce manque d'éducation financière par rapport à comment utiliser tous les leviers de financement à vos dispositions pour pouvoir, en fait, financer un projet et utiliser le financement pour la bonne chose. Les gens faisaient beaucoup de love money, donc la famille... les banques prêtaient jamais très peu aux PME. La microfinance prêtait mais des petites sommes. Donc les femmes, elles essayaient de taper à toutes les portes, mais elles avaient du mal à se structurer. Donc l'idée, c'était vraiment de dire, OK, si ton projet, quand on démarre un business, démarrez toujours en fonds propres. Parce que c'est le marché qui va vous dire si ce produit-là est viable. Et une fois qu'on a prouvé que le marché répond, maintenant il faut chercher des effets leviers. Des effets de levier. Et il y a différents outils. Par exemple, quelqu'un qui a besoin d'avoir des équipements peut utiliser le leasing pour acheter ses équipements et garder son cash. Une personne qui a besoin d'avoir plus de fonds peut dire, voilà, par exemple, pour payer des factures. J'ai telle facture à payer chez mon fournisseur et tout. On va voir la banque, j'ai telle opportunité, vous pouvez juste me faire cette partie-là et on finance. En fait, il y a tellement d'opportunités dans le financement que c'est une question d'éducation en fait, de la PME. Non, je vois. Alors, vous voyez que là, on a commencé à parler de voyage et on se retrouve à parler d'économie, d'entrepreneuriat. Mais ce que moi, je remarque, c'est que c'est comme si tu te préparais à faire le travail d'aujourd'hui dans le temps. Parce que quand tu accompagnes des femmes à monter leur entreprise, et pour rappel, l'USAID travaille avec Fédé au Mali, et ils ont financé des activités, et ils ont financé même une unité de production de savon. Une AGR, ouais. Oui, une AGR. Du coup, je me dis que ça rentre dans le même cadre, c'est quasiment la même chose en fait, qui est reproduit ici. Donc... Oui, en fait, là, pour USIP, l'AGA, c'était vraiment dans le cadre spécifique de donner un moyen de subsistance à des femmes qui sont fragilisées par l'extrémisme violent, les femmes et les jeunes. Donc, de leur apprendre un métier et leur apprendre un moyen de rentrer dans l'économie et de faire de l'argent pour pouvoir, en fait, résister à la tentation d'être enrôlé et d'avoir de l'argent venant des groupes extrémistes, en fait. C'était vraiment c'était ça le lien. D'accord. Donc voilà. Donc ayant travaillé très longtemps à la Banque mondiale, ce côté business, ce côté, en fait, pendant le Covid, j'ai fait un master sur le leadership et je me suis beaucoup intéressée en fait aux mécanismes de leadership. En fait, dans une compagnie, on a plusieurs niveaux en fait de leaders. Et ceux qui sont ce qu'on appelle les leaders du milieu, qui sont un peu pris en sandwich, qui doivent implémenter ce qu'on leur dit d'en haut, mais qui promettent à leurs employés des choses, ils n'ont pas vraiment de pouvoir en fait. Et je me suis beaucoup intéressée à ça. Et je me suis rendu compte que faire bouger la culture au niveau d'une entreprise, ou faire bouger la culture au niveau d'un pays, notamment ce qu'on fait avec les dames, ça relève de l'individu. C'est pas parce que là-haut on a dit de faire le changement que l'individu va l'accepter. Et c'est ça que j'ai aimé en fait dans le leadership, c'est que on doit vraiment aller chercher au fond des gens qu'est-ce qui les motive, trouver qu'est-ce qui les motive et puis toucher cette motivation pour pouvoir les faire bouger en fait. Et dans ce que je fais avec l'éducation en fait des femmes par rapport à leurs finances, c'est essayer de leur faire comprendre que votre relation à l'argent, ça date depuis votre enfance. Si vous avez été habitué à tendre la main d'une main et puis de dépenser, vous continuerez de faire ça. C'est ça une culture. Voilà. Et si au contraire, vous avez connu des périodes très compliquées et que l'argent pour vous, ça vous rassure, ça va impacter votre manière de gérer l'argent, de gérer votre business. Vous allez faire plein d'erreurs parce que vous avez cette crainte en fait. Voilà. Donc, la gestion des finances personnelles de la femme
qui est salarié ou de la femme qui est entrepreneur, ça a un lien intrinsèque avec sa relation en fait personnelle avec l'argent. Et les gens, en fait, ce que j'ai remarqué, enfin, je viens du monde du marketing. Par exemple, là, on a un superbe engin, on dira pas le nom. Aujourd'hui, quand les gens vont acheter un objet, soit c'est parce qu'il a une utilité pour leur... pour eux, c'est vrai, ça leur est utile. Soit ça relève d'un statut social. C'est comme l'iPhone. Voilà, l'iPhone, la Rolex, la moto. Les gens qui vont acheter un iPhone ou une Rolex, ils vont jamais dire que c'est parce que je fais partie du club de ceux qui sont capables d'acheter un iPhone. Un peu de la pub pour iPhone. Ils vont dire que non, le téléphone, il est trop bien, il me permet de faire A, B, C, D. Quelqu'un va l'acheter pour le statut social, mais il va jamais admettre que c'est à cause du statut social. C'est parce qu'il y a des fonctionnalités. Il faut des explications, il faut d'autres explications. Ça, c'est ce qu'on appelle le neuromarketing, en fait. Donc, c'est assez technique. Oh, on en apprend des choses. Voilà. Et donc, la femme et l'argent, je me souviens quand tu m'as dit en début de semaine, ah, mais tu passes beaucoup de temps pour te coiffer et tout. Alors, nous, les femmes, moi, la première... Ça t'a pris combien de temps, cette coupe? Presque 5 heures, je pense. C'est énorme. Alors, nous, les femmes, on a ce statut social qu'on doit honorer. On est des filles, on est des épouses, enfin, c'est pour ça qu'ils sont mariés. On est des collègues, on est des tantes. On doit, en fait, honorer et montrer qu'on est capable. Et en même temps, il y a beaucoup de femmes qui finissent par s'oublier et ne pas se permettre d'être elles-mêmes, en fait. Moi, aujourd'hui, quand je me présente, je dis plus je suis l'épouse d'eux, je suis la mère d'eux. Je dis je suis Mrs. Wapenji. C'est ma marque, en fait. Et pourquoi? Bon, cette année, j'ai fait 20 ans de mariage. Et au bout de 20 ans de mariage, quand je me suis mariée, je vous ai dit qu'il y avait un conflit au niveau de la gestion de l'argent. Donc, j'ai laissé mon mari gérer les finances. Je dis, bon, tu n'as qu'à gérer, c'est toi le bon père de famille et tout, tu connais, machin et tout. Nanana. Et au bout de 20 ans, je me suis dit, mais attends, ouais, mais pourquoi moi-même, je ne vais pas m'éduquer sur les finances? Parce que tu n'en as pas eu besoin, techniquement. Oui, acheter la maison, faire les placements et tout. Mais je me suis rendu compte que mon mari n'est pas... Quand j'ai commencé à m'intéresser... Non, j'ai commencé à m'intéresser à la bourse pendant le Covid. Donc, ça fait 4 ans. Pendant le Covid, tu as eu le temps de faire un master, t'intéresser à la bourse. Tu es active, en fait. Tu es très active. On était à la maison. On était les technocrates enfermés à la maison. On avait tout le temps. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à la bourse, la crypto-monnaie, tout ça. Et j'ai commencé à poser des questions à mon mari. Et là, je me suis dit, mais finalement, le gars, là, il ne connaît pas plus que moi. Donc, je me suis rendu compte que... que tu avais tous les outils, déjà. En fait, mon mari n'est pas mon conseiller financier. C'est-à-dire, attends, il n'est pas ton conseiller financier, c'est-à-dire qu'il ne peut pas l'être ou ça? C'est-à-dire que des fois, je lui pose des questions, il ne connaît pas la réponse. Donc, il me dit, bon, moi, c'est vrai ce que je sais. Mais c'est toi qui as été à la Banque mondiale, pas lui. Non, mais lui, il est très intéressé par la bourse et tout, c'est vraiment son truc, quoi. Mais des fois, quand je lui pose des questions, je dis, ah, en fait, pour mon mari, lui, vu qu'il est très calme, très posé et tout, il va te gérer l'histoire de trading, machin. Il peut perdre, je ne sais pas combien dans la journée. Il va rester super zen. Vous, les femmes, vous êtes émotives. Tu vois, c'est-à-dire que l'émotion... Je me dis, émotion, je veux comprendre comment ça marche. C'est quoi Donc, finalement, il m'a dit, va te renseigner, prends un truc et tout pour comprendre. C'est ce que j'ai fait. Je dis, Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est là que je me suis rendu compte que nous, on remet beaucoup de choses aux hommes parce que dans la culture, c'est l'homme qui lit, c'est l'homme. Je dis pas qu'il faut pas que les femmes deviennent leaders. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que on remet beaucoup de choses sur les hommes, pensant que on peut pas le faire en fait. Et quand j'ai fini par comprendre que, ok, mais là parce que je ne savais pas, j'ai perdu de l'argent à cause de l'inflation et tout ça. Donc, du coup, je me suis dit... En fait, tu avais de l'argent que tu économisais et à cause de l'inflation, l'argent vaut moins qu'avant. Exactement. Okay. La grande claque, ça a été cette année et tout, j'ai mon fils qui a 18 ans, c'est mon âge là, qui est rentré à l'université et on a épargné depuis qu'il est petit. Les gens ne te croiront pas sur ton âge de toute manière. Et je pense qu'ils ne te croiront pas. Donc, l'enfant est rentré à l'université et... dans les universités américaines, on ne connaît jamais le prix avant que tu commences. Et c'est quand on a vu... Mais c'est un peu de l'arnaque, ça, non?
Ah, ça dépend de la note, le dossier de le scolaire, il va recevoir des bourses. Les performances peuvent atténuer les coûts, c'est ça? Voilà, ça dépend de combien les parents gagnent, voilà, bref, il y a plein de critères là. Et quand on a vu les prix de l'école publique, mais on est tombé par terre. On a fait, what? Et je me suis dit, donc, l'argent que j'ai économisé là. Et après, j'ai regardé un peu ce que j'avais économisé. J'ai dit, mais donc, j'ai mis ça sur mon compte épargne qui m'a rapporté 3% par an. Mais là, c'était la grande. Parce qu'en fait, on n'avait pas dit pendant longtemps et j'ai voulu booster l'épargne. Et je me suis dit, non, je vais pas le placer, on sait jamais. Avec si on peut le perdre avec machin, ça. Donc, j'ai pas placé. J'ai laissé l'argent sur un compte épargne pendant peut-être 3 ans, les derniers que j'ai rembooster là. Ok. Et quand je me suis rendu compte que ce truc m'a ramené 3% par an, à peu près peut-être $100. Alors que tu pouvais... Alors que j'aurais pu doubler. Ou même multiplier par 10. Oui. Je me suis dit, ok, je suis sûre que je ne suis pas la seule. Et ça rejoint l'entrepreneuriat, ça rejoint la prise de risque. Ok. Les femmes, en fait, pour prendre des risques, dans l'entrepreneuriat, pour prendre des risques, on dit qu'il faut en fait connaître son marché. Les femmes, elles sont extraordinaires dans le business, dans le commerce, la négociation. Non, moi, je suis d'accord. Au bord du goudron, tu vois, c'est un cas pratique. Tu vois des femmes qui vendent des bananes. La plupart des stands économiques qui sont là, à part les boutiques, c'est tenu ici, sont tenus par la majorité par des femmes. Au marché, c'est les femmes. C'est pour ça que j'ai appelé mon Mama Benz Hub, donc le groupe que je veux créer pour les femmes, c'est que quand on retourne à l'époque des Mama Benz, c'était les pionnières à vendre le pagne. Et en fait, elles faisaient du commerce international. Okay. Aller négocier à l'étranger, ramener le port, tous les frais de douane, revendre, créer le réseau. Elles faisaient du commerce international. Et ça, on a réduit au fait que ce sont des vendeuses de pagne. Donc, on a réduit au fait que c'était des vendeuses de pagne, alors que non, elles avaient vraiment une vraie stratégie. Et quand on veut rentrer dans ce business de pagne, c'est extrêmement sélectif. Enfin, avant. Maintenant, c'est devenu autre chose. Mais à l'époque, quand les femmes vendaient le wax hollandais, elles étaient dans un réseau de femmes fermé, verrouillé. Bah oui. Je me souviens des histoires où... Mais pourquoi tu as une explication par rapport à ça Je pense que c'est un des grands problèmes qu'on a sur le continent africain. Il y a un manque de partage de la connaissance business. C'est vrai. Il y a un manque de partage de... les gens réussissent et ils ont peur qu'on vienne leur piquer leur réussite. On a l'impression qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde ici. Et dans le monde anglophone, c'est différent. Par exemple, au Nigeria, en 1970, là, le président a dit qu'on va bâtir des millionnaires. Donc, il a aligné tous les gens qui disaient apprenez et puis transmettez le savoir. Donc, dans le monde francophone, on a vraiment ce problème de partager la connaissance. C'est les premières qui sont allées en Chine faire du business et ramener des choses et tout. Elles n'ont pas créé de réseau, en fait. Elles ont fermé la bouche seulement, là. Non, je ne partage pas. Donc, voilà. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est propre aux femmes, ça? Je pense que c'est la culture française, en fait. Ok. Et très élitiste, où l'entre-soi, c'est un héritage qu'on a reçu de la mentalité des Français, en fait. D'accord. C'est pour pouvoir régner... Maître seul, avec la connaissance, c'est toi seul qui sais. Donc, même si lui, demain, il veut faire des actions, il ne pourra pas. Voilà. Et puis, ceux qui veulent essayer de monter trop vite, là, on regarde comment est-ce qu'ils vont tomber pour pouvoir venir. Ou alors, on va voir le douanier et dire, là, mais ce gars-là, il faut le freiner un peu. Donc, il commence à être dangereux. Voilà. Donc, je pense que c'est ça, en fait. C'est ça le truc. Mais dans tout ce clash, parce que tu parles beaucoup des femmes, tu t'adresses beaucoup aux femmes, on voit que la condition des femmes, en fait, c'est quelque chose qui tient spécialement, on va dire, en intérêt. Et tu n'as pas eu tu m'as dit qu'il y a eu un clash financier quand tu es allé au Sénégal et tout. Mais comment tu as géré la période où tu ne travaillais pas? Justement, parce que étant habitué à être une femme indépendante qui subvient à tout, j'imagine que c'est pas très facile, en fait, de ne pas avoir d'emploi et d'être dans un pays nouveau pour toi. Comment tu as fait? Bon, je m'excuse d'avance, hein, chérie, pardon, faut pas regarder cette partie-là. Alors, quand on s'est mariés, moi je suis chrétienne, on a fait une préparation au mariage qui a duré des mois et des mois et des mois, parce que le pasteur a dit là, que moi j'étais beaucoup trop indépendante, il fallait que je baisse un peu... tes standards? Oh non, pas tes standards. Que j'apprenne un peu à
demander à mon mari avant de faire, et non pas de faire et après de lui dire que j'ai fait. Donc c'était un peu ça. Et mon mari, ayant grandi au Sénégal, il était dans la culture de sa mère, ma mère. Donc il fallait qu'il fasse le dessus de dire ma femme et après ma mère. Donc on avait deux choses à régler. Et donc je pense que le fait de déménager au Sénégal, quand on s'est marié, mon mari a une proposition pour aller au Sénégal, donc du coup on a déménagé. Et je me suis retrouvée à la maison pendant 2 années sans travailler. Et ça, une année où, tu sais, quand on se marie, il y a toujours une période un peu de friction, où on trouve ses marques et tout. Et ça m'a permis, le fait de devoir communiquer sur les finances, sur... Ce podcast va faire que les gens vont me rappeler en commentaire que je ne suis pas mariée encore une fois. Je ne suis pas mariée, mais ça m'a permis, en fait, de faire confiance à mon mari. Parce que mon mari est vraiment, lui, il est dédié à la famille et tout. Et ça m'a permis, en fait, de comprendre que... En fait, j'ai vraiment un mari qui est vraiment cool, quoi. Toutes mes idées farfelues, je dis, ouais, vas-y, fais. qui veut t'arrêter? Donc, pendant ces 2 ans où je travaillais pas, ça m'a permis vraiment de comprendre que, même si j'avais un esprit très indépendant, que l'argent, du coup, c'était pour nous deux, en fait. C'était pas mon argent, son argent, c'était vraiment nous deux. Ça m'a vraiment permis de créer une base solide, une cohésion dans le mariage. Donc, c'est pas mal. Mais bon, ça n'a... Normalement, c'est pas l'ordre du jour, mais est-ce que tu as un conseil pour des gens qui subissent ce type de friction de début du mariage, comment ils devraient gérer sans aller sur les bords? Parce que notre génération, là, on se marie aujourd'hui, on divorce demain. Bon, déjà, j'ai vu des jeunes femmes africaines en étant à la banque, l'institution et tout, des jeunes femmes africaines qui disaient qu'elles ont acheté des terrains sans dire à leur mari au cas où, qu'elles ont de l'argent sur des comptes cachés au cas où. Mais j'ai dit, mais à force de dire au cas où, là, le au cas où va venir. Quand j'étais au Sénégal et que je disais à mes amis que mon salaire, c'est le salaire de mon mari, c'est la même chose, elles étaient choquées. Elles disaient, non, c'est pas possible, parce que, imagine, le pire arrive. Si le pire arrive, là, Dieu va faire. Mais si je ne veux pas qu'on soit à la première personne avec qui je suis mariée, c'est grave. Donc, moi, je dirais déjà que les femmes, elles doivent commencer par se poser et savoir qu'est-ce qu'elles font de leur argent. Parce qu'en Afrique et tout, il n'y a pas de système social, sécurité sociale, retraite, sociale tout ça. Donc, déjà, les parents, c'est une grosse charge. Quand un parent tombe malade, c'est tout le monde qui doit cotiser. Donc, les femmes, elles doivent vraiment apprendre à faire de l'argent. Et moi, je dis toujours qu'il y a 2 choses. Celles qui font de l'argent, elles peuvent faire beaucoup d'argent. Mais savoir gérer son argent, c'est 2 choses différentes. Faire de l'argent, gérer son argent et après prendre une partie de son argent et puis le faire travailler. Le faire travailler en mettant sur les places de marché, dans des biens immobiliers. En fait, aller sécuriser cet argent contre l'inflation. Mais aussi générer en fait des revenus passifs en fait. Et ça, c'est quelque chose où, par exemple, quand on faisait le projet avec les dames là, sur le leasing, elles ont de l'argent, mais enfant malade. La recette du jour part dans le truc. Il y a tel et tel événement social. En fait, elles n'ont pas en fait de structure dans leur dans la gestion des économies. Voilà. Elles n'ont même pas de vision. Il y a beaucoup d'hommes on leur demande, tu fais un budget? Non. Ok, mais comment une question très simple. Sais-tu combien tu dépenses par semaine ou par 2 semaines pour la nourriture de la maison? Non. Cette question va coller beaucoup de gens. Vous le mettez en commentaire si vous pouvez. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui n'ont... En fait, et puis, ce qu'il y a de terrible dans le salariat, c'est que les gens n'ont pas appris à tirer parti du salariat. Le salariat, on a un salaire qui tombe tous les 15 jours ou tous les mois. On a une assurance pour la maladie et tout. Et on passe 8 heures à dormir, 8 heures au travail, et on a 8 heures pour le reste. Qu'est-ce qu'on fait du reste? Si une femme qui aujourd'hui qui a un salaire et qu'elle prend entre 15 et 20% de son salaire tous les mois pour le mettre de côté, mais qu'elle l'investit, parce que on sait que épargner sous son matelas, on perd de l'argent. Forcément, parce que la valeur des choses, elle change. Épargner sur un compte épargne à 3%, on perd de l'argent. Mais mettre cette épargne au travail, à travers des investissements, soit acheter un bien. On a des acquis.
on a des acquis, en fait. C'est ce qu'on appelle build wealth. Donc là, c'est intéressant. Donc, build to wealth. Yeah. C'est-à-dire que c'est construire sa richesse, en fait, son patrimoine. Donc, la règle de base, bon, il y a peut-être 20 ans, on a entendu parler du 50-30. 50% pour vivre, 30% pour le plaisir, 20% pour l'épargne. Aujourd'hui, avec l'inflation, c'est plus vrai. Du tout. Il y a beaucoup de gens qui ont un travail de 9h à 17h et qui ont un deuxième revenu pour pouvoir, en fait, s'en sortir. Donc, les femmes et tout, elles doivent comprendre que le mari, là, ce n'est pas leur conseiller financier. Le mari aussi, lui, il galère. Il fait de l'argent, il cherche, tous les matins au soir, il cherche l'argent. Donc, elles aussi, elles doivent comprendre que faire de l'argent, gérer son argent et le multiplier de manière savante. Il y a beaucoup de femmes qui font cette erreur, en fait, de se mettre à porte-à-faux, de dire que oui, mais le mari, au cas où, il faut. Et toi, tu en penses quoi? Bon, moi déjà, là, je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une belle maman qui est un véritable cookie, un gâteau tellement gentil. Elle a dit à mon mari, là, quand on s'est mariés, là, c'est ta femme, c'est ta priorité. Nous, on passe après. Et si elle fait des cookies, on ira au Sénégal. Hein? Et ma belle-mère a dit à mon mari que maintenant, c'est ta femme qui va passer en numéro 1. Nous, on passe après. Elle a fait, il dit oui. Donc, déjà, c'est savoir quelles sont les priorités. Si que c'est très compliqué dans le système social en Afrique de l'Ouest, où c'est vraiment les jeunes qui portent les parents une fois qu'ils travaillent. Des fois, juste après l'université, tu dois confier un peu trop de responsabilités. Voilà. Mais déjà, commencer par faire un budget. Faire un budget et se mettre dans son budget, la ligne, là, demande de soutien, la ligne de la maman, ça doit être dedans. Si la demande de soutien, là, vous avez épuisé pour le mois, c'est fini. On peut plus. Ouais. Ceux qui font demande de soutien, ils vont taper à plusieurs portes dans tous les cas. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est vraiment être plus structuré. Et je sais que c'est très compliqué, en fait. On dit que faire de l'épargne appauvrit. Parce que non seulement les gens qui laissent leur argent sur un compte épargne où ils ont accès, 1, 2, 3. En fait, tu vas piquer dans ton compte épargne. On prend dedans. C'est vrai. 1, 2, 3, on prend dedans. Donc, c'est très complexe. Il faut vraiment avoir beaucoup de discipline. Et le meilleur moyen de sauver son épargne, c'est de le placer. C'est de faire un investissement. Il faut avoir une épargne d'urgence. Hein. Qu'est-ce que tu fais en termes d'investissement maintenant? Depuis que tu as réalisé ça? Alors, j'avais un peu boursicoté, un peu la bourse. On avait acheté un appartement, la maison et tout, donc l'immobilier. Et j'ai lancé un business. Un business, plutôt deux business. Waouh! L'espace de combien de temps? Je me suis levée là en 2023. Pardon, pas trop pas regarder. L'année passée. En 2023. Non, avec ton délai d'activité, je suis sûr que tu pourras être actif dans les deux. Donc, le patron n'aura pas de problème. En fait, depuis 2021, je voulais faire des choses. J'ai créé la compagnie en 2022 et puis j'ai procrastiné. Enfin, sincèrement, j'ai remis à demain. C'est une compagnie de quoi? En fait, c'est qu'aux États-Unis, tu peux enregistrer une compagnie. Donc, j'ai donné un nom et tout. Et puis, on m'a dit, c'est quoi l'activité? Je sais pas, e-commerce, un truc comme ça et tout. Donc, je voulais faire du e-commerce. Et j'ai remis à demain, je voulais faire des lunettes, je voulais faire plein de trucs. Puis il y avait le travail et plein de choses. Donc, 2023, octobre 2023, là, le gouvernement américain a dit on va fermer le gouvernement. C'est ce qu'on appelle le shutdown. Oui. Voilà. J'ai entendu. Je ne connais pas, si tu peux un peu nous expliquer. Voilà. Je connais donc, pas moi, ayant travaillé à la Banque mondiale, je ne connaissais pas non plus. Donc, en arrivant, j'ai eu Sapir aujourd'hui parler le shutdown. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le gouvernement ferme, il y a une cessation des paiements. Pendant combien de temps? Indéfinie. Waouh. Ça peut être 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Et le dernier shutdown, je pense que c'était avant Covid, ils avaient fait 1 mois et demi. 1 mois et demi sans salaire, sans revenu. Donc, les gens et tout. Bon, après, ils ont payé les arriérés. Mais pendant 1 mois et demi, les gens n'ont pas reçu de salaire. Et là, je me suis dit, WAPNJ. Donc, je me suis dit, mais c'est quoi mon plan B? J'ai commencé à réfléchir dans ma tête. C'est quoi mon plan B? Bon, j'ai de l'épargne, mais c'est quoi mon plan B? J'ai dit, OK. Donc, ce que j'ai fait, ça faisait longtemps que je voulais lancer une marque de lunettes. Et c'était en train de traîner et tout. Donc, du coup, je dis, OK, j'ai pris mon épargne. J'ai lancé le truc. Je suis allée commander en Chine, créer le marketing, j'ai kidnappé les enfants, les premiers qu'on a fait le shoot photo.
Et en fait, j'ai créé une marque de lunettes de natation pour la myopie. Parce que j'ai un enfant qui est hyper myope. Et quand il rentrait dans l'eau, il ne voyait rien. Wow. Et j'ai trouvé un produit, enfin, des lunettes de natation et tout qui corrige la myopie dans l'eau pour les myopes. Et j'ai fait, mais ça, là, il faut qu'on amène ça en Afrique. Ah, parce qu'il doit y avoir beaucoup d'enfants myopes qui veulent nager. Voilà, enfants, adultes qui veulent nager et tout. Donc j'ai amené le truc et j'ai fait toutes les erreurs de débutant. Laquelle, par exemple? Mon produit, machin, et tout. Je suis allée le vendre au Sénégal et en Côte d'Ivoire et en Afrique, dans la culture business. Quand on te dit oui, on te dit oui. Mais c'est pas un oui, c'est un oui. Ça dépend du oui qu'on te dit. C'est un oui. Oui, tu as appelé le livreur, oui, tu décroches plus pour payer. Voilà. Donc, mais bon, après, on a rattrapé le truc. Donc, ça, c'était le premier lancement. Et dans la foulée, vu que j'avais passé l'année 2023, enfin 2022-2023 à faire beaucoup de décorations dans la maison, quand on achète la maison aux US, quand on vend une maison, la maison est beige, très neutre, tout. Et puis tu vois, quand tu as un nouvel truc, un nouvel endroit, tu veux que ça reste nickel. Et puis je dis, mais moi là, est-ce que je vis dans une maison que je vais vendre, ou bien est-ce que je peux mettre ma patte personnelle dedans là? Donc je me suis fâchée comme ça là. J'ai mis papier peint, couleur, nanana. J'ai dit, je suis fatiguée du beige. Donc, je suis allée mettre des couleurs. Toutes les pièces ont eu droit à leur déco. Et après, j'ai commencé à poster sur Instagram. Et roulement de tambour, c'est là qu'on a le studio Atto, c'est ça? Voilà, studio Atto. Et donc, je me suis dit, là, je vais créer des trucs. Et donc, j'ai créé des petites vidéos et tout. Et en postant, on a commencé à me poser des questions. J'ai dit, machin, j'ai dit, ah bon et tout, ah bon. On t'a posé quel type de questions? Mais comment tu as fait? Qui t'a fait ça? Non, c'est moi. Hein? C'est toi? Mais comment ça, c'est toi? Oui, c'est moi qui ai mis le papier peint. Donc, les gens me demandaient, mais qui faisait les travaux chez moi? Bon, évidemment, j'avais trouvé un contracteur. Et quand on a acheté la maison, ma maison doit avoir maintenant 20 ans. Mais quand on l'a achetée, elle avait peut-être une dizaine d'années. Et j'aimais pas les salles de bain, en fait. C'était vraiment très, assez vieillot. C'était un autre style. Donc, j'ai dit ça là, on va refaire. Donc, je me suis fâchée en 2022. 2022-2023, j'ai fait des travaux dans la cuisine, les salles de bain. Et sur la demande des gens, tu as commencé à prester le service. Voilà. Donc, sur la demande des gens, je dirais que c'est aussi Dieu qui m'a mis sur la voie parce que il y a des fois, j'étais un peu coincée. Tu voulais entreprendre? Non, il y a des fois, j'étais un peu coincée dans le design et puis j'ai reçu des inspirations et je dis, puis je dis, ok, on va mettre en place. Et donc, j'ai reçu des demandes cette année en 2024. Et donc, j'ai mené à bien un projet d'un duplex où on a carrément abattu des murs, refait tout l'espace. Et j'ai rencontré donc une designer à DC qui m'a donné donc les bons plans pour pouvoir utiliser les outils. Elle m'a dit, c'est bien que tu aies le projet dans ta tête, mais comment tu le montres à ton client? Ok. Les outils de 3D, tout ça? 3D, voilà. Tu as appris ça toi-même? Elle m'a montré, j'ai appris, enfin, elle m'a donné des conseils, j'ai appris et tout, mais après, comment je montre le produit, la liste le produit fini. La liste d'achat. Donc, j'ai utilisé deux outils donc, pour pouvoir y arriver. Et quand j'ai montré ça à mes clients, ils étaient là, waouh. Ok. Donc, dans rien de temps, tu vas passer à je vais changer la cuisine ou la salle de bain parce que ça me plaît pas à prester pour les gens. Ça, je pense que c'est à saluer. Et moi, je profite ici, en fait, pour parler aux auditeurs. Très souvent, les gens demandent, je vais entreprendre. C'est des conversations qu'on a souvent. Je vais entreprendre, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas et tout. Moi, je pense que ça, c'est une très, très jolie piste, en fait. Qu'est-ce que tu aimes faire de passion? Quand tu arrives à le transformer en argent en prestant des services pour les autres, il n'y a pas mieux pour commencer l'entrepreneuriat. Ouais. Moi, je pense que ce on dit souvent en anglais, c'est the waiting room, la salle d'attente. C'est le moment où Dieu te prépare. Moi, je parle beaucoup de Dieu. Je suis chrétienne, j'aime Jésus, donc je parle beaucoup de Dieu. Donc, tu passes par des étapes, des fois, de préparation sans comprendre, en fait. Et ça, quand tu as fini cette étape-là, tu dis « ok, maintenant je comprends ». Parce que la façon, quand je faisais les travaux dans ma salle de bain, on a eu une fuite en fait. Et j'ai dit, ok, vu qu'il y a la fuite là, on n'a qu'à faire les travaux et tout. Parce que la salle de bain a commencé à faire, je dis qu'on n'a qu'à faire les travaux. Parce que dans les maisons américaines, au bout de 15 ans, la salle de bain là, il faut faire les travaux. On a eu une fuite et tout, je sais quoi, j'ai dit, ok, très bien. J'ai dit, bon, Seigneur, maintenant, comment je trouve l'argent? Où je trouve le truc? Moi, je sais pas par où commencer. Et puis, quelques jours après,
J'ai eu des promos qui ont pop sur mon téléphone. J'ai fait... Illumination divine, là. Je commande. Et voilà, c'est comme ça que les trucs ont commencé et tout. J'ai mis en place le design. Et dans mon quartier, j'ai une voisine qui a une très grande maison. Et elle aime aussi faire des travaux et tout. Mais elle m'a demandé des conseils. J'ai fait, et pourquoi pas comme ça? Elle fait, ok. Et je pense qu'au début, les gens qui ont leur maison, ils veulent en fait avoir quelqu'un qui est pro, qui a 10 ans d'expérience et tout. Mais on suffit qu'on leur montre que... Moi, voilà, ce que je dirais aux gens qui veulent faire un business, vous avez toujours une période d'apprentissage où vous pouvez faire des erreurs et tout. Et une fois que vous avez atteint peut-être 60% des compétences, le reste, là, c'est juste du technique. Vous pouvez... J'avais la touche design, il me manquait juste l'outil informatique. Quelqu'un m'a donné le tips, j'ai appris, je me suis assis, j'ai appris, et puis voilà, j'ai avancé. Donc, il faut saisir les opportunités qui viennent par accident. Peut-être que je vais faire un podcast où je vais vous parler de la salle de gym, mais ça m'est tombé dessus exactement de la même manière et j'ai saisi au fur et à mesure. Ça, c'est venu là, je me suis dit, il n'y a pas le temps, on va gérer ça maintenant. Ensuite, ça a donné quelque chose de plus grand. Donc, suivez votre instinct, on va dire. Hein. Ouais. Et ce que j'ai compris, en fait, en commençant l'entrepreneuriat, donc les lunettes plus le studio et tout, c'est que on avance dans un chaos et c'est normal. Alors que dans les écoles de commerce, j'ai fait l'école de commerce en France, là, on vous apprend, non, le business plan, le financement, alors que c'est pas vrai. Il faut avoir tout planifié. Théoriquement, on dit qu'il faut tout planifier. Il faut être sûr. Alors, pendant mon master en leadership, ce que j'ai appris, en fait, c'est d'être hyper confortable dans l'insécurité. Et dans le travail qu'on fait là, avec USIP, on est dans l'insécurité, on avance dans un chaos et on se fixe étape et par étape. On avance, on ferait son chemin. Mais par rapport à tout ça, tu fais des lunettes, tu fais de la décoration intérieure et il y a le programme de l'USIP. Comment tu gères ton temps? Je ne dors pas. Ok, c'est ça le secret, la famille. C'est ça le secret. Non, la chance que j'ai, c'est que j'ai de grands enfants. Donc, le dernier a 14 ans. Donc, j'ai moins, en fait, de travail à faire à la maison. Et puis, et en ce moment, je suis en train de travailler sur du e-commerce. Parce que, surtout, c'est un peu un e-commerce hybride. Mais je suis en train de vraiment essayer de faire du vrai e-commerce. Je m'étais intéressée à Amazon. Hyper compliqué, mais je vais y venir. Parce qu'Amazon, c'est une industrie, c'est une grosse machine et il faut vraiment rentrer dedans. D'accord. Le plus facile, en fait, avant d'aller sur Amazon, comme tu m'as dit, avant d'aller sur Instagram, sur TikTok, le plus facile, c'est le dropshipping, d'apprendre. Et une fois qu'on a les rouages, d'aller sur Amazon. Mais le business que tu as commencé à présent, est-ce que les revenus suivent ta motivation? Alors, je dirais que quand on fait de l'entrepreneuriat, tant qu'on ne s'est pas pris des claques, qu'on n'a pas échoué, on ne va jamais apprendre. Clair. Et je suis ravie que sur le projet... en fait, le projet de lunettes, on dépend beaucoup, en fait, comme c'est un projet qui touche la correction des yeux, on doit passer par les opticiens, on doit passer par les maîtres nageurs, et on dépend du bon vouloir, en fait, de ces intervenants pour pouvoir toucher la cible finale. Et parce que ce sont eux les vrais prescripteurs, en fait. Et bon, en Afrique, il y a la pluie, l'enfant malade, les gens sont occupés. Donc, il faut répéter, il faut être dans l'éducation, répéter. Mais je suis ravie parce que je me suis dit, au moins là, j'ai fait les erreurs de débutant. On pensait qu'on veut faire un business en Afrique comme si on était en Europe, là. C'est pas le cas. Et donc, en fait, ça permet même les histoires de paiement. Oh là là, la zone UMEA, là. Quoi, les taxes Non, c'est quoi le souci les moyens avec ça? de paiement, c'est chaud. Quand on n'est pas quand on est en dehors de la zone UMEA, pour récupérer les fonds, c'est compliqué. Comment, par rapport aux cartes bancaires, par rapport à quoi? Les transferts internationaux, c'est... En fait, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait une réforme, en fait, de la façon dont les gens peuvent faire du commerce plus fluide, en fait, dans la zone UMEA. Donc, tout ça, j'ai appris sur le tas et tout, donc franchement, j'ai aimé. Aux États-Unis, comme mon business studio est plus aux US, là, c'était, en fait,
gérer l'exigence du client et gérer le tempérament de celui qui fait les travaux. Parce que c'est un travail qui est très subjectif quand même, hein, la décoration. Les gens, en fait, ils ont acheté leur maison, ils payent un crédit sur 30 ans et ils sont extrêmement sensibles aux moindres détails qui touchent à leur maison. Voilà. Il y a une émotion pas possible. Donc, en fait, dans le studio... Tu as déjà eu une situation où tu as essuyé des foudres, une situation complètement hors de contrôle? Mais dis-nous. En fait, c'est que quand je parle maintenant aux clients, j'assois le monsieur et la madame. Comme ça, on se met d'accord. Ok. Parce que des sur fois, les conditions de finalisation ou sur quoi, par exemple? Oui, parce que quand je propose quelque chose, un va être partant, je sais pas et tout. Finalement, ça freine le projet. Ok. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir les deux, être très clair sur ce que les deux veulent. Par exemple, là, j'ai fait un projet où j'ai proposé un papier peint dans ce qu'on appelle, en fait, aux États-Unis, quand on a les toilettes visiteurs, c'est la pièce qui doit être waouh. C'est ce que les gens retiennent de toi, hein, voilà, c'est ça? Ce qu'on appelle powder room. Okay. Donc, le gars est tombé amoureux du papier peint. Et j'en ai proposé un autre qui était beaucoup plus simple côté salon. Et la femme est tombée amoureuse du simple? Non, le gars m'a dit, mais ça c'est trop simple. Il faut trouver quelque chose de plus, qui soit au même niveau. Je dis, mais là qu'il fait des changements comme ça, il dit, et puis ça bloque parce donc voilà. Toi, tu dois relancer le projet. C'est la relation c'est gérer le client. Le client, sa maison, c'est son truc. C'est par exemple, cet espace, tu l'as pensé, tu as réfléchi. Si quelqu'un te dit que non, on va changer la couleur, tu vas être là. Mais c'est mon espace. Ah, je suis d'accord. Tu sais, au début, ce mur, il était un peu plus orange. On l'a repeint et c'est devenu un peu rose. Voilà. Donc, on rentre dans l'intimité des gens, en fait. Et c'est chaud. On fait de la psychologie de la décoration, là. Quand je lui dis, ça doit partir, par exemple. J'ai refait toute la cuisine, on a cassé les murs, tout ça et tout. Et il y a un appareil qu'il a acheté avant les travaux, là, je sais pas, un truc pour faire, qu'on appelle pour faire genre du poulet rôti, je sais pas quoi et tout. Ok, un fryer. Air fryer. Non, un fryer, c'est pas forcément un air fryer. C'est une espèce de air fryer. Ok. Le gars, il veut pas s'en débarrasser. Je lui dis, tu as un nouveau four. Ça, là, ça va partir. Il m'a fait niette. Ça, c'est les petits aléas de... Voilà. Donc, c'est des trucs où... Et après, quand je lui dis, finalement, tu avais raison. Je lui dis, merci. Je comprends un peu ça, parce que étant photographe, ça nous arrive en fait de devoir gérer ce type d'exigences et de petites nuances. Nous, c'est surtout les conditions d'accomplissement par moment. On n'est pas d'accord sur quand le travail est fini ou pas. Alors, je vois que toutes ces activités-là, tu les incorpores très bien en harmonie dans ton train de vie. Mais je veux maintenant qu'on parle plus de l'USIP et du programme que vous avez, le programme WAPEV. D'accord. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer déjà ce que c'est que l'USIP? Parce que moi, je sais, mais bon, les gens ne savent pas. Alors, USIP, c'est United States Institute of Peace. Donc, c'est l'Institut américain pour la paix qui existe, qui est dépendant du Congrès, qui a été créé par le Congrès. Et qui, en fait, met en place des programmes de la gestion donc, des conflits pour ramener la paix. Parce que là où il y a la paix, là où il n'y a pas la paix dans le monde, ça a une incidence, en fait, sur tout le monde entier, ouais. Et notamment les États-Unis. Donc, le programme WAPEV, donc c'est Women Preventing Extremism Violence. Donc c'est les femmes contre l'extrémisme violent, a été créé comme une initiative, comme un test, il y a une dizaine d'années, en fait, en 2012, dans la Corne de l'Afrique. Donc, ça a vraiment c'était un petit test. Combien de pays? Au début, c'était juste un pays. Hein. Ok. Lequel? Le Kenya. Et, okay. après, ça a été étendu aux pays voisins comme Ouganda, Tanzanie et puis Éthiopie. Et le modèle, en fait, donc Sisters Without Borders, a très bien fonctionné. Sisters Without Borders. Oui, les femmes, les sœurs sans frontières. C'est quoi le principe? En fait, c'est la base de WAPEV, en fait. C'est qu'elle travaille d'abord au niveau communautaire pour engager les différentes parties prenantes pour mettre en place, en fait, des campagnes de sensibilisation, des dialogues pour désamorcer, en fait, les conflits. Les conflits qui... Okay. La façon de fonctionner, en fait, de Sisters Without Borders est
complètement différent de ce qu'on a fait en fait dans le Sahel. Ok. Et là-bas, en fait, c'est un groupe qui fédère en fait différentes divisions dans les différents pays, mais il y a un seul comité qui dirige. Ok. Dans le Sahel, on s'est inspiré de ça, et comme Fast Forward, ça a commencé il y a 3 ans, on a décidé d'implémenter en fait des petits groupes dans les 3 pays à la fois. Enfin, d'abord le Mali, le Niger, et après le Burkina a suivi. Ok. Et donc, ces réseaux ont marché de manière indépendante, c'est-à-dire que au Mali, on a identifié dans des régions où il y avait des conflits, mais pas trop dégradés. Mopti, par exemple. Voilà, c'était pas encore trop dégradé. Ok. Et pour pouvoir, en fait... et c'était à Ségou avant que ça devienne la région de sang, en fait. Ok. Donc, c'était pas trop dégradé, on pouvait avoir accès, on pouvait former les femmes... Tu veux dire, il y avait des petits groupes dans les villes comme Mopti, San, Ségou, Kona. Il y avait de l'extrémisme violent, mais c'était pas en fait des zones qui n'étaient pas genre on peut pas y pénétrer. C'était pas des zones impénétrables. Voilà. Ok. Donc du coup, le programme a commencé par la phase 1, donc qui est la formation des femmes, donc on les a formées et quand j'ai discuté avec les femmes donc au Mali, elles nous ont dit au départ mais extrémisme violent. Est-ce qu'on peut même dire ce mot-là? C'est impossible. Déjà on a galéré avant de trouver la traduction en bambara déjà. Donc, voilà. Ouais. Donc, elles nous ont expliqué que quand elles ont reçu la formation, comment parler en public, comment prendre des prises de parole, comment mener un dialogue, comment avoir une attitude, on va dire, non violente, donc par rapport à l'exemple de conflit. Elles étaient intéressées. Et donc c'était ça, bon, parce qu'on a un peu sauté, mais quelles étaient les activités en fait prévues dans le programme WAPEV? Alors, il y a 3 phases. Donc, la première phase, c'est plus l'éducation, développer les capacités des femmes. La deuxième phase, c'est connecter les femmes avec donc les autorités communales et nationales. Et la troisième phase, c'est passer à la diplomatie, on va dire discrète, où elles sont vraiment connectées, elles font partie en fait comme d'un réseau plus large. Un réseau plus large et aussi un réseau qui a ses entrées et qui donne des conseils sur les politiques. Donc dans la phase 1, les femmes du Mali, elles voulaient en fait parce qu'elles ont vu en fait la dégradation de leur pays, elles voulaient agir, mais elles étaient un peu, elles avaient peur. Et le premier dialogue qu'elles ont fait, rien ne s'est passé, elles n'ont pas été mises en danger, il n'y a pas eu de problème, elles ont fait waouh. Donc c'est possible. Mais qui a organisé le dialogue? Alors c'est le principe en fait du programme WEPEV, c'est qu'on s'appuie sur un partenaire local. Donc, pour le Mali, c'est FEDE, Femmes et Développement. Au Burkina, c'est Saadon et au Niger, c'est Mojedek. Donc on a sélectionné en fait donc un programme officer, donc un chargé de programme, chargé de projet. De projet dans les pays locaux. Qui avait ce rôle en fait de pouvoir faire le lien avec les autorités, aller annoncer en fait qu'on mettait en place un projet et trouver en fait un point d'ancrage dans le pays. Gouvernement. Le gouvernement. Dans le gouvernement. D'accord. Et au début de la mise en place du projet, bang, coup d'État. Le podcast. Il fallait que tu la fasses. Donc, c'était chaud. Vous imaginez, à la veille d'un dialogue national, on doit désinviter les autorités. Ça a été chaud. Ça a été chaud. Ça a été très, très chaud. Comment vous gérez ce genre de situation? Le podcast est... pardonnez. Donc, je n'étais pas encore arrivée à cette époque-là. Donc, donc, après, il y a eu un changement de point d'ancrage. Elles ont trouvé un nouveau partenaire dans le gouvernement et tout. Et ça a été, en fait, une opportunité pour les femmes de pouvoir parler en public, de pouvoir développer leur leadership et de se rendre compte qu'elles sont importantes. Pourquoi vous vous êtes appuyé sur les femmes? Parce que les études ont montré qu'au cours des 30 dernières années, l'extrémisme violent qui est descendu du nord vers le Sahel, a commencé par attirer les femmes, d'abord par
comment être une bonne musulmane, par exemple, les bonnes mœurs. Et ça s'est inséré, en fait, dans la société de manière un peu insidieuse. Et on a laissé faire. Le laisser-faire a conduit à ce que certaines femmes deviennent membres des groupes extrémistes, qu'elles aient des explosifs, qu'elles aillent se faire... Qu'elles fassent des attentats kamikazes. Voilà, des kamikazes et autres. Donc là, ça a été en fait le réveil en se disant que waouh, on est en train d'assister à quelque chose qui va dégénérer. Il faut prendre l'action. Encore plus problématique avec le temps. Voilà. Donc on avait pendant très longtemps les femmes qui étaient victimes et on a eu l'apparition de femmes actrices des violences. Et entre ces deux extrêmes, les victimes et les actrices, il y avait les femmes qui voulaient en fait faire quelque chose pour leur mari, pour leurs enfants, pour leur pays, mais qui étaient carrément pas équipées en fait. Elles n'étaient pas outillées niveau compétences. Du tout. Donc elles faisaient des choses, mais c'était très spartiate et puis très limité. Donc quand on est venu avec l'idée donc de répliquer le modèle en fait que vous avez fait dans la Corne de l'Afrique. De l'essayer. En fait, le Sahel, c'est un peu la zone où on va tester les théories. De transposer, vous avez transposé la méthode sur ça. On a transposé en fait la proposition, mais toujours avec cette idée on construit ensemble. D'accord. On va pas juste prendre ce qui se passe dehors et puis l'appliquer. C'est pas les réalités ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, ça a été très bien accueilli. D'accord. Il y a eu un engouement en disant que oui, mais finalement, oui, on a même dû limiter le nombre de femmes qu'on a dû sélectionner parce que on voulait vraiment avoir des femmes qui soient engagées, en fait. Et on a pris des femmes qui étaient leaders naturellement dans leur environnement. Et ça a été vraiment le Mali est l'un des projets qui a vraiment très vite performé parce qu'il y avait cette volonté, en fait, des femmes de s'engager. Tu penses que ça s'est lu au travers de la table ronde qu'on a eue très récemment à Fédé? Oui. D'accord. Ça a dû y avoir cette semaine, tu veux dire? Oui, cette semaine. Parce que je ne sais pas quand le podcast va être posté. Ok. Le podcast. Oui, alors, au Mali, les femmes ont réussi à s'imposer et à être reconnues par les autorités locales, par les autorités religieuses, comme étant membres légitimes de la société civile et qu'ils ne peuvent rien faire sans que les femmes puissent être incluses, puissent donner des conseils. Parce que les femmes ont accès, en fait, aux hommes, donc les époux qui sont engagés, aux jeunes. Ils ont accès aussi aux enfants dans les écoles qui sont exposés à des violences par rapport à la drogue. Donc, elles ont ce pouvoir de conseil. Il y a aussi un exemple qui est flagrant au Mali. Une dame qui travaillait dans un centre de santé qui gérait en fait une femme qui était déplacée, qui était mariée avec un gars qui était dans les groupes dans les groupes extrémistes. Ouais. Voilà. Et donc, elle a parlé à ce monsieur en lui disant que, tu sais, tu vas être papa et tout, c'est vraiment important que tu puisses prioriser ta famille plutôt que de prioriser le groupe. Les activités du groupe. Voilà. Et la femme et tout lui a dit que si elle ne quitte pas, elle allait le quitter en fait. Ok. Donc, elle a déménagé, elle est venue à Bamako et finalement, il a suivi sa femme à Bamako pour pouvoir s'installer ici en fait. Donc, ça a été... Oh. La paix commence au niveau individuel. Et réussir à convaincre une personne, ça fait un effet en fait... Un effet de boule de neige. Boule de neige. Enfin, boule de neige, on est au Sahel, il n'y a pas de neige. Donc, boule de roc, parce que j'ai vu il y a un certain pays là, dans le monde où il y a des écoulements de roches. Ça, on ne le souhaite pas. C'était DRC en fait. Ok, donc, WEPEP, c'est ça en fait. Et la richesse de ce programme, c'est qu'il va à contre-courant de ce qu'on attend d'habitude en fait. Et ça vient en fait en complément de toutes les politiques au niveau national qui ont tenté de mettre en œuvre en fait des plans pour la paix et la sécurité qui n'ont pas très bien réussi ou qui étaient incomplets, et ça a vraiment donné un souffle pour venir en fait à la rencontre et vraiment porter le projet et créer cette connexion. Les femmes créent ce lien entre la communauté et puis le niveau supérieur. Tout à fait. Mais quel est ton rôle dans le programme WEPEV? Alors, dans le programme WEPEV... En pratique, pas dans l'intitulé du travail, mais en pratique, quelles sont tes tâches que tu fais quotidiennement par rapport à ça?
Alors, moi, je suis donc à Washington et je gère en fait les 3 pays pour être sûr qu'elles avancent dans les différentes phases. Je mets en place des stratégies pour qu'elles puissent coordonner et travailler ensemble. J'essaie vraiment de faire que... Nous, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait un réseau dans les 3 pays donc, de l'AES qui puisse en fait être très dynamique et communiquer. Bon, il y a les barrières de la langue, qui existent. On a les barrières de la langue, on a les conflits qui sont légèrement nuancés d'un pays à un autre. Oui, et aussi, ce qu'on a observé, c'est que les groupes d'extrémistes violents traversent les frontières aisément, alors que l'armée d'un pays ne traverse pas la frontière. Ça, c'est vrai. Donc, ils passent leur temps à traverser, aller se reposer là-bas, revenir, faire des choses. Donc, c'est mettre en place, en fait, ce système qui va servir de toile, en fait, et couvrir le territoire. Pour ne pas trop dévoiler les stratégies. Ça, c'est vraiment quelque chose de respectable. Je vous rappelle le programme auquel j'ai participé, où j'ai été aux US. Et encore, j'ai eu la chance hier et avant-hier, je sais pas, je peux me tromper de date, de participer au webinaire et de participer également à la table ronde, mais à un niveau technique cette fois-ci. Donc, qu'est-ce que tu as pensé en fait du climat malien par rapport au programme? Quelles étaient tes attentes quand tu venais ici? Bon, le Mali, pour le programme WEPEV, ils sont vraiment en avance parce qu'ils ont créé ce qu'on appelle la COPEV. Donc, c'est une coalition en fait d'organisations qui travaillent à la prévention de l'extrémisme violent, mais sur d'autres thématiques comme la santé, l'éducation. Et à la demande en fait du gouvernement, cette COPEV reprend l'approche en fait du WEPEV, de partir de côté donc, communauté et de remonter dans l'autre sens plutôt que de vouloir appliquer en fait des théories. Des théories qui viennent d'en haut, qui ne collent pas avec les réalités sur le terrain. Voilà, qui ont du mal à être assimilées. Alors quand on part de la base et qu'on parle donc, des recommandations, des solutions endogènes, là on vient influencer le plan national. Donc cette COPEV, ce qui est dirigé par notre partenaire donc FEDE, se trouve que a aidé à donner du conseil d'expertise qui s'est retrouvé en fait dans le plan national de paix et sécurité. D'accord. Donc on voit l'efficacité en fait de le fait d'avoir ce lien avec la réalité du terrain. On fait des politiques qui sont concrètes. Et donc mon rôle à moi, c'est de m'assurer que dans les 3 pays, il y ait cette même dynamique, qu'on puisse délivrer en fait les activités, qu'on puisse réadapter en fonction du contexte. Par exemple, le Niger, suite au coup d'État, on a dû réadapter. Les femmes ont eu vraiment un coup de baisse de motivation parce qu'il y a eu quand il y a le coup d'État, il y a des restrictions en fait dans le pays. Restrictions, on a dit aux femmes que on vous met de côté, on gère et après on va vous ramener. Elles ont eu une baisse de morale, mais on était là vraiment pour les remotiver, trouver des solutions et continuer à avoir cette voix qui soit active. Qu'est-ce qui est notable chez toi entre les femmes du Soudan, de la Corne de l'Afrique et les femmes du programme WAPEV du Sahel? Qu'est-ce qui est notable comme différence pour toi? L'autre programme a 10 ans, donc elles ont énormément d'assurance. D'accord. Non, je veux dire de base, avant le programme, les mentalités, les manières de faire, est-ce que tu trouves qu'on est très différents? Oui, c'est pas l'Afrique de l'Est est très différent de l'Afrique de l'Ouest. Le fonctionnement de la femme dans la société, le côté communauté régionale est très différent de ce qui se passe au Sahel. D'accord. Il y a des similitudes. Quand on avait fait la première conférence en fait pour créer les Lumières du Sahel, on avait invité les femmes de Sisters Without Borders. Et il y avait beaucoup de similitudes, mais la façon dont elles sont structurées, qu'elles sont avancées, en fait, elles ont développé des capacités pour parler à tous les niveaux, même au niveau de l'ONU à New York, pour faire leur plaidoyer. Mais est-ce qu'au niveau de la société, par exemple, est-ce qu'elles ont les mêmes restrictions que les femmes pourraient avoir ici? Par exemple, mettons en arrière, ne parle pas, la femme toujours derrière l'homme. Est-ce que c'est pareil comme ça chez eux? Alors, moi, je dirais que elles ont compris que personne ne va donner la parole aux femmes et qu'elles doivent prendre la parole. D'accord.
Elles ont compris ça et elles jouent beaucoup dessus et elles savent comment s'imposer avec classe. Et j'imagine que tu souhaites la même chose pour le Mali et pour les pays où le programme WAPEV intervient. Je pense que le Mali, on est en train d'y arriver déjà. D'accord. On est déjà en train d'y arriver. Le Burkina suit de très près. Le Niger aussi, on a réussi à redynamiser les dames. Et ça va se faire. Par rapport à tout ça, toutes tes activités et tout, comment tu te verrais dans 5 ans? Petite projection. Millionnaire? En dollars ou en quelle monnaie? Mais en dollars, bien sûr. On aura peut-être l'une... Ah, je sais pas, est-ce qu'on a déjà eu des millionnaires dans le podcast ici? Tu es sûr? En francs CFA? Non, pas en francs CFA. Je pense qu'on a eu un millionnaire passif ici qui ne dit pas son nom. De toute façon, les millionnaires, là, ils vont jamais te dire qu'ils sont millionnaires. Ils vont être millionnaires, ils vont jamais te dire. D'accord. Du coup, millionnaire dans 5 ans. C'est dans un 5 joli ans, programme. Hein? Comment tu vois tes activités? En fait, c'est que j'ai envie de faire tellement de choses que... ok. Moi, j'ai envie vraiment de mettre en place toutes ces activités que j'ai envie de mettre en place. Et puis, dans 5 ans, non, dans 4 ans, idéalement. Enfin, j'attends que le plus jeune là, aille à l'université. Qu'il te libère. Qu'il te libère, c'est ça? Voilà. Moi, ce que j'aimerais faire dans 4 ans, 5 ans, c'est faire un PhD sur la femme entrepreneur en Afrique. Tu ne veux pas dire ton âge, n'est-ce pas? Tu veux que je dise mon âge? Si tu veux. Ok. Préparez-vous à être choqués. Hein. Les gens me disent quoi? Alors, ma fille a 25 ans. Ok, piste. Mon fils a 18 ans et le dernier a 14 ans. Je me suis mariée il y a 20 ans, en 2004. Question pour un champion, soyez concentrés. Voilà. Et donc, en 2025, j'aurai 50 ans. Mais pour toi, l'âge n'est qu'un chiffre. À 50 ans, tu parles plus de projets que des jeunes de mon âge. C'est incroyable. L'âge n'est qu'un chiffre pour toi, en fait. C'est ça. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait ça? Tu as toujours été passionné. Tu tiens ça d'où, cette énergie? Moi, je sais pas. Ça vient d'en haut. Hein. C'est Dieu qui donne, c'est tout. Je sais pas. Je pense que j'ai toujours... Voilà. Depuis toute petite, j'ai toujours été dans le questionnement qui n'était pas normal. C'est comme, par exemple, quand il y avait une trend qui sortait à l'école, des jouets, des machins et tous les trucs dans la cour de... Tu te dis, mais comment ça se fait que tout le monde a les mêmes choses? Ça vient d'où? Ou quand c'était la mode des couleurs de je sais pas quoi, je dis, surtout quand il y a une couleur que j'aimais pas, par exemple, c'était la mode du violet. Mais comment ça se fait qu'on en voit du violet partout? J'étais toujours dans cette démarche de questionnement qui m'a amenée au marketing, en fait, à étudier le marketing. Par exemple, moi quand j'allais dans un supermarché, j'observais comment est-ce que les gens choisissaient leurs produits. Ah, ce produit-là, j'ai vu la pub, donc c'est un bon truc. Il dit, parce qu'il a vu la pub, il pense que c'est un bon produit. Intéressant. Et quand j'étais à Dakar, le fait d'être passé par des grands groupes comme Danone et puis Kraft, avant d'acheter un produit jusqu'à aujourd'hui, je tourne, je regarde qu'est-ce qu'il y a en fait comme dans les ingrédients. Le contenant. Les ingrédients en fait, je regarde. Je me souviens qu'à l'époque, ma servante, on ne va pas dire ma bonne, elle m'a dit, mais toi, tu fais trop de science. Faut prendre du oliva. Non, mais franchement, quand on faisait les cours ensemble, elle était choquée à quel point je lisais. Mais attends, en fait, tu es intéressé par les détails. Non, ce que vous mangez là, faut regarder ce que vous mangez. Parce que là, on nous donne trop de choses, trop des trucs bizarres à manger. Ah, ouais. Donc, en fait, c'est cette curiosité de comprendre qu'est-ce qui fait que le client va acheter. Donc, dans ma marque de lunettes, donc Atto Athletics, on sait que le besoin existe. Et au début, on était trop tourné vers les performances du produit. Ok. Maintenant, on a carrément changé le discours. Vous êtes sur le besoin du client. On est en train de dire au client, regarde, ton voisin est en train de profiter. Toi, tu attends quoi? Ah, un effet de trend, c'est ça? Comment on appelle ça dans le marketing? C'est dans le neuromarketing, c'est titiller en fait l'envie, le bénéfice que va apporter le produit en fait. Donc c'est du teasing. Ouais, c'est du teasing. C'est-à-dire que par exemple si j'ai un iPhone, donc j'ai le niveau de vie. Alors si tu as ces lunettes là, tu sais quand tu enlèves tes lunettes là, tu vois rien, tu tâtonnes, tu rentres dans l'eau, tu hésites.
avec lunettes là. Tu es loin, futur champion olympique. Alors, notre maman va nous dire le nom de tous ces comptes-là, de ces entreprises-là. On va le mentionner en commentaire. Vous avez intérêt à aller suivre. Sinon, c'est la boxe. Vous connaissez déjà ici. Donc, alors, Atto Athletics, donc je donnerai le nom. Donc, pour l'instant, on est au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Pas encore au Mali. Non, parce qu'on a testé 2 marchés. Le saviez-vous, il y a aussi des myopes au Mali. Mais est-ce que les gens aiment aller à la piscine au Mali? Est-ce que vous aimez aller à la piscine au Mali? Franchement, défoncez les commentaires, montrez que on a aussi des piscines ici. Ouais, c'est ça déjà. Et Studio Atto, c'est plus on va dire, j'ai une amie au Sénégal qui m'a confié un immeuble. Quand j'ai vu le plan là, je lui ai dit, mais tu n'as pas pensé à mettre une buanderie? Je lui ai donné des tips. Elle a crié, elle a fait, what? Donc voilà. Donc, Studio Atto, je travaille surtout sur les US. Donc, quand c'est vraiment aller casser et tout ça, mais je peux donner du conseil et faire de la consultance de manière abordable pour aider les gens à pumper en fait leur projet IMO, projet Airbnb. J'ai un projet Airbnb que j'ai envie de faire au Sénégal. Ben, j'ai besoin d'argent d'abord, donc ça va attendre. Okay. Mais parce que le Sénégal, vraiment, ça boom. Et j'étais en train de me dire, bon, vu que j'aime la déco, faire un Airbnb, je vais pouvoir vraiment m'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent en fait vivre des expériences. Moi, la première, quand je réserve un Airbnb, je veux que ce soit une expérience. À quoi ressemble la cuisine, même si je sais que je vais pas cuisiner, à quoi ressemble le quartier, je regarde vraiment le truc pour voir vraiment, est-ce que c'est vraiment agréable, est-ce que c'est instagrammable avant de... Est-ce que quand tu y seras, tu pourras faire tes snaps? Voilà. Voilà, donc, c'est pas faire de la pub, mais quand je vais à Abidjan, il y a un Airbnb d'une youtubeuse que j'aime beaucoup, donc j'ai réservé déjà 2 fois en y allant, et très, 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 très inspirante, quoi, la déco avec... de l'art africain, des touches vraiment sublimes, quoi. Maintenant que tu parles d'art, moi j'ai vu que tu voulais aller à Iqaluit, tu voulais aussi aller à iDesign. Bon, Iqaluit, je fais la pub parce que c'est ma mère maintenant, vous savez. Maintenant, aussi à iDesign. Est-ce que tu as d'autres coins que tu as découverts étant hors du Mali et comment tu les as découverts? Alors, bon, dans le design, on est beaucoup sur Instagram, on regarde les comptes un peu polichés et il y a une artiste malienne qui s'appelle The Fashionista Artist, qui mélange de l'art, du design, de la mode, et elle a particulièrement montré en fait ses projets qu'elle a fait en Afrique, donc notamment l'hôtel Azalai où je réside. Et j'ai pu voir le bar qu'elle a rénové. J'ai fait OK. Ouais. Je suis allée voir son travail à l'hôtel Onomo. Ah, tu es déjà allée? Oui, je suis allée. OK. Je suis allée voir ça hier. J'ai été là. OK. Donc, et quelle note tu donnerais à ces projets que tu as vus? Alors, la particularité en fait de Fashionista Artist, bon, je la suis sur les réseaux, je suis un peu son personnage et tout, c'est qu'elle a réussi à infuser sa signature et son âme dans ce qu'elle fait en fait. Donc c'est extrêmement raffiné. Bon, moi, chaque fois que je voyage, j'aime aller dans des coins et puis prendre, même sur ma page Studio Atto, j'ai beaucoup en fait partagé. À Dakar, j'avais visité un endroit, c'est un working space pour les femmes. OK. Ça va me revenir le nom. Et j'ai rencontré en fait la fondatrice qui m'a expliqué que chaque pièce qu'elle a créée avait une identité. Avait une identité spéciale et tout. Et elle a vraiment créé c'était vraiment son âme qu'elle a versée dedans, quoi. OK. Donc, c'est ce que j'aime avec The Fashion Artist. C'est que... Elle s'appelle Fatouma Aidara. Ouais, Fatouma Aidara. C'est-à-dire qu'elle infuse, en fait. C'est-à-dire que quand on voit ses projets, on sait qu'il y a une signature, il y a un effort qui a été fait. Elle a vraiment réfléchi le truc. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai déjà shooté quelque part dans le domicile d'un client et j'ai demandé, j'ai dit, ce ne serait pas la même personne qui a fait iDesign qui a fait ça. Elle me dit, mais exactement. Donc, je suis d'accord. Je reconnais, je pense que je reconnais aussi. Je n'ai pas aussi le artistique que toi. Voilà. Et bon, il y a beaucoup, enfin, il y a quelques pages qui émergent, qui se démarquent au Sénégal, en Côte d'Ivoire et tout, mais je pense qu'elle est vraiment devant, quoi. Et le fait qu'elle ait réussi à faire des hôtels,
Ça a assis en fait son côté vraiment extrêmement pointu. Moi, je dis toujours à mes clients, le projet lunettes, c'est très marketing, c'est très tourné vers comment on appuie sur les boutons. Là. Quand on fait un projet design, c'est de la chirurgie. On regarde Chaque détail compte. Tous les détails, c'est épuisant. Et qu'est-ce que tu penses de l'architecture de ce studio-là, déco? Alors moi, je trouve que c'est très, très à ton image. Déjà, dès que j'ai vu Est-ce les... que c'est positif, ça? Oui, en fait, non seulement c'est jeune, c'est très, on va dire, Gen Z, enfin, Millennium Gen Z. Et ça veut dire quoi, Millennium Gen Z? Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Alors, les Gen Z, ce sont les jeunes qui ont moins de 25 ans, je pense, non? Ok. J'ai compris, j'avais pas compris. En fait, on dit que ceux qui sont proches de 25, entre, on va dire, 27, 25 et tout, ils vont à contre-courant des conventions. Des goûts de papa, là. Voilà. Donc là, on a déjà l'engin qui est très percutant. Les couleurs, en fait, tout est fait pour créer, en fait, une ambiance, on va dire, qui est ta signature, en fait. Est-ce que je suis un artiste? En plus, tu as le rouge velvet, ça c'est la touche de luxe. Ouais, le rouge, le velvet, c'est vraiment un produit qui est luxe, qui est mis sur des tasseaux. Donc là, on a vraiment le mariage des deux. Ouais. Donc c'est vraiment... Et puis, le fait que tu aies posé, en fait, ces drones, ça donne à se dire, waouh, est-ce que le gars, il fait des trucs en extérieur et tout? Donc, c'est dans le questionnement. Et donc, voilà. On n'est pas, en fait, dans un univers fleur bleue, coton. C'est vraiment, c'est tranché. J'ai pas voulu faire propre, en fait. Un truc classique, carré. Je voulais pas. Mais bon, ça fait plaisir, tout ça. Et Iqaluq, le reste, t'as vu autre chose que tu veux voir ici? Alors, Iqaluq, j'étais venue la dernière fois, c'était l'année dernière. J'avais acheté une veste et un pantalon. Donc, normalement, je vais y aller demain. Donc, c'est le coin dangereux, quoi. Elle fait de la mode. Moi, j'étais étonnée. En fait, à Dakar, il y a énormément de marques de mode qui sont souvent très chères. Mais je ne sais pas comment Iqaluq fait pour être aussi design et aussi abordable. Iqaluq, montez les prix. Non, c'est adapté à son marché. Non, mais je comprends. Mais comment elle fait? Parce que et puis, on sent les détails, c'est propre. La prochaine fois, on l'invite dans le podcast, on lui demande. Je pense qu'on va parcourir un peu toute la fabrication, la chaîne de fabrication Iqaluq. En tout cas, moi, je l'ai déjà fait parce que j'ai mené la campagne où il y avait Dede Poulo, c'est moi qui ai fait les vidéos, tout ça. Du coup, j'ai un peu vu le processus. Et il y a beaucoup de travail derrière, ce que les gens ne savent pas, parce que Iqaluq, il travaille le tissu à plusieurs niveaux. J'ai jamais vu une création Iqaluq ou une collection où ils prennent juste un tissu fini, ils viennent, ils cousent. J'ai jamais vu ça. Ouais. Peut-être qu'il y en a. Je pense qu'elle maîtrise en fait toute la chaîne de production et elle fait des économies d'échelle, donc du coup. Ça lui permet en fait de... Mais ce qu'elle fait, elle produit au Mali. Parce qu'il y a une marque qui est très connue, on va dire vite fait le nom là, Nana Wax. Elle a fini par délocaliser parce qu'elle avait du mal à maintenir le même niveau de qualité. En fait. La main-d'œuvre. Ouais. Je vois. Alors, tu as d'autres coins que tu veux visiter ici, dont tu as la curiosité? Tu n'as jamais entendu parler de Sibi, le campement, l'autre côté là? Tu n'as jamais entendu parler de tout ça? Non, mais est-ce que j'aurai le temps? Malheureusement. Moi, j'aurais été candidat pour te faire visiter, mais bon, malheureusement. Aujourd'hui, là, je suis allée au marché pour acheter des tissus batik. Ok. Mais je voulais vraiment avoir le truc batik avec les motifs traditionnels pour pouvoir faire des coussins avec. Et je me suis rendu compte qu'ici, le Malien, quand on te donne un prix, là, c'est un prix avec... Au Sénégal, j'ai vécu à Dakar pendant 8 ans. On te donne un prix, là, tu te négocies jusqu'à tu baisses. Ici, là, Ah, ça dépend de ton style. Toi, déjà, tu rentres dans le marché, on te catégorise directement. On connaît ta marge de prix, on sait ce qu'on va te dire. Et ça, c'est tout le monde dans le marché. Il ne faut pas te dire qu'il ne faut pas négocier. On négocie toujours. Il faut dire que je n'étais pas aidée. Hein. J'étais avec une tata là, qui ne sait pas négocier. Et qui négociait pour le marchand. Moi, j'ai déjà même négocié dans une quincaillerie ici, donc on négocie, hein, t'inquiète. Alors, je pense qu'on a parlé de beaucoup de sujets. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné dont tu aimerais qu'on parle spécialement? Est-ce qu'on peut parler de... Non. Je sais pas. D'ailleurs, je suis ravie. J'aime bien travailler avec les jeunes et c'est vraiment intéressant. Mais ça se voit.
Ça se voit. Et ça s'est vu quand on est parti aux États-Unis. On était tout le temps en webinaire avec des jeunes de partout. Et là encore, webinaire. Et quand tu es venu ici, les endroits que tu mentionnes, les gens de ton âge ne les mentionnent pas en général. Ils vont pas venir, ils sont pas attirés par de fashion artists forcément. Ou Iqaluq même. Bon, Iqaluq, ils ont un public adulte. Mais bon, je pense que la clim commence à être trop froide, c'est ça? Non, non. Tu n'as pas froid? Non, ça va. Ok, c'est cool. Alors voilà, du coup, je pense on a fait le tour un peu. Il y a beaucoup de choses dont j'aurais voulu qu'on rentre dans plus de détails, mais bon. Comme quoi? Plein de choses. Hein. Moi, j'avais beaucoup de questions de relance. Hein. Je voulais juste pas qu'on fasse du back and forth. Alors, message important pour vous les femmes. Arrêtez d'épargner votre argent là. Et investissez. Investissez. Parce que quand j'ai découvert que les taux d'épargne... En fait, dans la région donc de l'UMEA, il y a des bourses. En fait, il y a une bourse, il y a la bourse et il y a des produits boursiers auxquels on peut avoir accès. Okay. Et il suffit en fait de se renseigner, de s'éduquer, d'apprendre. Donc, l'époque où... En fait, le fait d'accumuler de l'argent là et de se dire yes, j'ai de l'épargne, tu perds de l'argent tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Quand tu vas, par exemple, on prend un exemple avant Covid, avec $100, on avait un certain montant pour faire les courses de la maison. Aujourd'hui, là, c'est ridicule. Il faudrait 120, 150, c'est ça? Peut-être 180. Voilà. C'est vraiment arrêter d'épargner sans avoir d'objectif. Et surtout, il faut savoir parfois prioriser vos projets. Donc, mettez en place des astuces pour les budgets. Sur la page Mama Benz, j'ai des outils comme des idées de business. Super. Le budget que j'appelle intentionnel. Donc, on fait un budget qui n'est pas rigide. Souvent, quand on veut faire un budget et qu'on pioche dans l'épargne, on a un peu cette culpabilité de dire « Ah, mais j'ai pris le budget intentionnel. » Allez le récupérer sur ma page. Super. Donc, les pages Mama Ben, c'est ça? Comment ça s'écrit? Alors, c'est Mrs. Wapenji. Ok. Mrs. Wapenji. Donc, est-ce qu'il y a une page pour Mama Ben? Mrs. Wapenji, c'est Mama Ben's Hub. C'est un hub, en fait, où je parle un peu d'éducation financière et aussi d'éducation entrepreneuriale, en fait. Super. Peut-être que je vais te mettre en contact avec un jeune qui est passé ici dans le podcast, qui fait du trading. Il est crédible en ce moment et il est de plus en plus connu et il a de très bons résultats. En plus, il est très calé, on a parlé longuement ici. Donc, peut-être que tu vas aussi commencer à suivre le podcast désormais parce que je vais faire toute une série avec lui sur les crédits. On n'arrive juste pas à avoir le bon créneau. Et vous voyez l'énergie que notre maman a à parler d'économie, de finance. Peu importe ce qu'on va dire, on va y revenir au côté finance. Du coup, si elle a cette énergie à cet âge, et vous? Je me pose la question. Et vous? Et n'ayez pas peur d'entreprendre. Quand on est jeune, lancez-vous, faites des erreurs. Ce que les gens vont penser de vous, là, c'est pas grave. Parce que vous avez un talent. Cherchez à l'exploiter, renseignez-vous, posez des questions, dérangez les gens, là. Et, tu as pensé à être coach? Ça prend beaucoup de temps. Oui, quelque part. Dans quelle vie? Dans quelle heure? Je sais pas. Ça pourrait marcher. En fait, Mama Ben's Hub, c'est le principe du coaching. Donc, c'est tout récent. J'ai mis ça en place il y a peut-être 2 mois. Et je me suis dit que j'allais commencer par faire une newsletter pour informer les gens. Et puis, choisir, en fait, qui vraiment j'allais pouvoir coacher. OK. Moi, je veux le plus créer en fait un groupe de gens mais les femmes africaines là, quand on les met dans un groupe, elles ont du mal à parler parce qu'elles ne font pas confiance, tout ça quoi. Moi, je suis persuadé que ça dépend. Après, il y a des femmes très très actives et je pense que ce podcast c'est même l'opportunité que ces gens-là te voient, qu'ils aillent te suivre et que de créer des connexions. Je suis persuadé parce qu'il y a des gens qui suivent le podcast. Je suis sûr que les sujets que tu abordes les intéressent énormément. C'est les gens qui m'ont appelé là, ils me disent pourquoi tu as invité cette personne, pourquoi tu n'as pas invité. C'est notre police de l'escapade. Venez me voir. 20 ans de mariage, je suis diplômée Alors, la famille, je pense on dit chez nous, Kouloun sera tchanchama. Ça veut dire que la pirogue est arrivée sur la plage. Du coup, je pense qu'on va demander si notre maman a des salutations. Elle veut dire un dernier mot de la fin avant de vous laisser. Alors, chez moi, en Centrafrique, on demande la moitié de la route pour être sûr qu'on va revenir.
Super. Donc, on espère beaucoup que tu reviennes. Ou peut-être que moi, j'irai faire le podcast chez toi. Oui. Donc, entre-temps, restez connectés avec nous, commentez, partagez votre point de vue. Au début, on voulait parler de beaucoup de choses, mais tout ce dont on a parlé tourne autour de l'entrepreneuriat. Donc, cliquez si vous voulez des tips, des anecdotes sur ses aventures à elle. Et peut-être que ça va vous donner des idées d'entrepreneuriat à vous-même. À une prochaine fois. À bientôt. Le podcast.